les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère qu'en cette fin de semaine, vous allez toutes et tous aussi bien que moi. Je suis très heureuse de vous retrouver après ces quelques jours d'absence et je reviens vers vous pour vous parler de quelque chose d'un peu particulier. On va aborder ensemble les ouvrages binaires. Alors, vous avez peut-être une idée de ce que l'adjectif binaire implique. On dit souvent dans la vie que certains croient que c'est tout noir ou tout blanc. Eh bien, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que pour que votre ouvrage soit recevable auprès d'un éditeur potentiel, pour que vos propos soient crédibles, on dit souvent que vos personnages doivent susciter une réaction chez le lecteur, que votre ouvrage ne doit surtout pas les laisser indifférents. Eh bien, c'est un peu ça, mais puissance 40. Un ouvrage binaire, c'est un ouvrage que les lecteurs potentiels vont adorer ou au contraire détester, au point d'en être vraiment dégoûté, de le repousser, de le rejeter, de ne peut-être jamais le lire ou de le lire une seule fois parce que vraiment ils auront été profondément marqués, ou au contraire de le recommander à tout le monde parce qu'ils considèrent cet ouvrage comme une perle, comme un ouvrage de référence, comme une perle, et ils veulent donner à tout le monde l'opportunité de découvrir son auteur. Alors, ces ouvrages binaires, ils sont binaires pour plusieurs raisons. Alors, je vais déjà vous dire pourquoi ils sont binaires, et ensuite on essaiera de voir comment les rendre le moins binaires possible, comment leur donner quand même une chance à tous ces ouvrages-là. Alors d'abord, un ouvrage binaire, c'est un roman historique. Parce que les gens n'aiment pas forcément ressasser, les gens n'aiment pas forcément parler d'une époque qu'ils n'ont pas connue, qu'ils ne connaîtront jamais, les gens n'aiment pas forcément se replonger dans des souvenirs. Donc tout ce qui est historique, c'est vraiment trop éloigné pour tous ces gens-là. C'est le passé, et le passé, c'est pas gai, ça ne nous concerne pas, ça ne nous concerne plus, et ça ne nous incite pas du tout à lire ce genre d'ouvrage. A l'inverse, les ouvrages qui sont situés dans le futur, la science-fiction, c'est souvent très très binaire parce que on est dans le carpe diem, vivre au jour le jour, savourer l'instant présent. On est dans notre époque, on veut vivre avec notre temps, rester ancré dans le sol. On ne veut pas se projeter en 2050, 2100, 2200. On ne veut pas entendre parler d'extraterrestres ou de créatures qui ne vivent pas chez nous, des créatures en lesquelles on ne croit pas, ça se trouve. Hein. On veut pas ça parce que pour nous c'est pas réel. C'est pas réel, ça n'existera pas et du coup ça n'a pas lieu d'être lu. D'accord? Il y a beaucoup de lecteurs qui réagissent comme ça. Et puis il y a des lecteurs qui réagissent comme ça à cause des romans d'anticipation. Hein, vous le savez peut-être si vous avez vu ma vidéo sur les ouvrages de science-fiction. Un roman d'anticipation, c'est un roman qui essaie de modifier le comportement des lecteurs en vue des événements futurs. Hein. Et il y a certains lecteurs qui ne vont pas vouloir se projeter parce qu'ils vont craindre peut-être de développer des angoisses, de la panique, voire même de tomber dans la parano pour certains. D'accord? Donc la science-fiction, parce que c'est trop loin dans le temps, trop dans le futur, on se projette trop. Et le roman historique, parce que c'est trop éloigné, c'est trop passé, c'est plus maintenant. Alors, il peut y avoir un problème aussi avec le théâtre. Parce que le théâtre, il y a certains lecteurs qui veulent le regarder, qui veulent le vivre par procuration, mais en direct, au lieu de le lire. On va le vivre dans une salle de spectacle sur scène ou on va le vivre à la télévision. On va voir les images, on va voir les mouvements, les déplacements, les acteurs jouer. Et on ne va pas vouloir simplement lire des dialogues, des didascalies, etc., etc. Ça ne va pas suffire au lecteur, ça ne va pas être réel. Les lecteurs ne vont pas être suffisamment projetés sur le terrain, entre guillemets, et ils ne vont pas... Le livre ne va pas leur suffire pour s'identifier au personnage. Le théâtre, pour certaines personnes, c'est quelque chose de vivant.
de vraiment vivant qui doit bouger. Et c'est d'ailleurs pour ça que les professionnels des arts de la scène appellent ça le spectacle vivant. C'est valable pour le théâtre, mais aussi pour la danse, pour le chant, pour les concerts d'instruments, enfin bref, voilà. Toutes ces choses-là où il s'agit de performer en direct et de subir les aléas du direct, parfois. Voilà. Alors, ça, il faut faire vraiment très très attention. Si je vous parle de la fantaisie ou du fantastique, ça c'est un petit peu particulier. C'est parfois binaire, parfois pas, parce qu'il y a un petit nombre de lecteurs qu'il faut respecter. Hein. Je vous ai dit, on peut tous lire n'importe quand, n'importe où, n'importe quoi. Et il y a des lecteurs qui sont ce que l'on appelle des lecteurs réalistes. Ils ne lisent que du réel. Ils refusent la fiction. Pour eux, la littérature doit être vraie. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal avec le fantastique et la fantaisie, parce que si vous vous rappelez bien, le fantastique, c'est la cohabitation entre des créatures et des humains, et la fantaisie, c'est un monde inventé de toutes pièces, créé de toutes pièces. Voilà. Et il y a des lecteurs qui vont rejeter ça. Et d'autres qui, au contraire, auront besoin de ça pour s'évader, pour se changer les idées. Et puis d'autres, comme moi, par exemple, qui vont aimer ça, mais qui vont avoir du mal à se le représenter mentalement, et donc qui vont le repousser s'il n'y a pas d'image. Et du coup, ils vont le regarder à la télé, regarder Le Seigneur des Anneaux, regarder Harry Potter, mais moins le lire, parce que le vocabulaire va être trop spécifique, parce qu'il va y avoir trop de lieux, trop de personnages, trop de pouvoirs magiques, trop de... Voilà, et le lecteur aura tendance à se perdre dans tout ça. Alors maintenant, pourquoi on a compris pourquoi c'est binaire? On respecte le choix, on respecte le ressenti de chacun. Si on veut combattre l'aspect binaire et accroître un minimum le potentiel de vente de nos ouvrages, il va falloir rassurer le lecteur. Il va falloir lui montrer que notre ouvrage a une utilité, qu'on sait ce qu'on dit, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on assume tous les mots, tous les chapitres de cet ouvrage. Alors, comment on fait ça? On peut les rassurer avec des documents de soutien. Vous savez peut-être ce que c'est, j'ai fait une vidéo dessus, c'est-à-dire qu'on va dessiner des cartes, qu'on va dessiner des schémas pour leur donner des repères, on va vraiment les guider dans leur lecture, les accompagner dans la lecture, on va leur donner des pages auxquelles ils pourront se référer régulièrement pour ne pas se perdre. Ça, c'est une solution. On peut aussi les rassurer avec ce qu'on appelle des notes d'auteur. Dans le cas de la science-fiction, on peut les rassurer en disant qu'on imagine, en disant qu'il faut toujours exagérer les choses en littérature pour être plus crédible, mais que tout ne va pas forcément se passer, que la fiction reste de la fiction et qu'on ne veut pas forcément générer des crises de panique chez le lecteur. On peut demander conseil à des historiens, demander conseil à des experts qui vont expliciter le lien entre passé et présent, qui vont nous dire que pour comprendre le présent, on a besoin du passé. C'est le cas d'une auteure de romans historiques qui est mon amie et qui me le répète souvent. J'ai encore du mal à le comprendre, mais elle en est intimement persuadée et elle peut vous en parler pendant des heures. Donc il faut vraiment rassurer par tous les moyens, quitte à faire un petit laïus au début, quitte à vraiment mettre le lecteur en garde gentiment, enfin voilà, il y a toujours des solutions. Et puis c'est comme tout, hein, il faut oser parler, il faut oser intervenir publiquement parfois pour dédiaboliser certaines choses, pour attirer le lecteur, pour faire la publicité de son genre littéraire et pour vraiment essayer d'attirer les lecteurs comme vous attireriez la clientèle, d'accord? Parce que votre livre, ne l'oubliez pas, votre livre est un produit de consommation. Votre livre, il est fait pour être lu, mais si vous voulez qu'il soit lu, il faut d'abord qu'il soit vendu, que ce soit sous le format papier, électronique ou quoi. Il faut qu'il soit vendu, il faut qu'il soit vendu pour tomber entre les mains de votre lecteur qui vont l'ouvrir, qui vont le découvrir. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je n'espère pas qu'elle vous aura paniqué ni alerté. Je veux simplement aborder ce sujet parce que il me semble important. Je ne voulais pas passer à côté en tant
coach littéraire, en tant que passionnée. Je voulais simplement que vous ayez conscience de ça, sans pour autant exagérer les choses et sans pour autant commencer à vous torturer l'esprit sur ce sujet-là. D'accord? Gardez la tête froide, sachez simplement, sans faire de parano, prendre des précautions lorsque vous écrivez, savoir à quoi vous attendre, savoir où vous mettez les pieds et répondre aux attentes, répondre aux normes qui correspondent au genre littéraire que vous avez choisi en prenant parfois quelques petites précautions supplémentaires. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un très bon week-end, mais avant cela, je vais revenir vous voir avec une autre vidéo qui compensera mes quelques jours d'absence et qui vous permettra de patienter avant mon retour puisque je dois m'absenter tout le week-end. Bye bye! See you next time!